Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire corriger d'un examen d'analyse 2. Alors, l'examen sera affiché devant vous maintenant. Essayez de résoudre les exercices avant de suivre le corrigé. D'accord? Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de donner avant de chaque exercice, je vais essayer de donner les critères et les propriétés nécessaires pour résoudre l'exercice. Alors, on commence par donner des rappels qu'on va utiliser pour l'exercice 1 avant de résoudre chaque cas de question. On commence. On commence par l'exercice 1, mais avant de commencer par l'exercice 1, je vais donner l'objectif de chaque partie de l'exercice 1. D'accord? Alors, pour les questions 1 et 2, pour objectif, c'est utiliser quelques propriétés et quelques théorèmes. D'accord? Alors, pour les objectifs de la question 1 et la question 2, c'est d'utiliser les deux propriétés suivantes. Première propriété, si f est une fonction sur un intervalle de la forme a plus l'infini, c'est-à-dire que l'intégrale de f a un problème au voisinage de plus l'infini. Alors, si on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini appartient à r bar étoile, c'est-à-dire que la limite de f de x différente de 0 existe et différente de 0. C'est-à-dire peut-être soit infini, peut-être soit infini. Alors la limite existe, alors serment l'intégrale f de x d de x est diverge. D'accord? Alors ça, c'est la première propriété qu'on va utiliser. Aussi, on va utiliser le critère de négligeabilité. D'accord? C'est-à-dire, si f et g, deux fonctions continues sur un intervalle de la forme a, b appartient à r ayant plus l'infini, c'est-à-dire b peut être un nombre réel fini, peut être égal à plus l'infini. D'accord? Alors, si f égale à petit taux de g au voisinage de b, alors les intégrales f de x, d de x entre a et b et j de x, d de x ont la même nature. D'accord? C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors pour la question 1, c'est calculer la limite de x à la puissance 1 sur 4 log de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va utiliser règle de L'Hopital, c'est une limite simple, mais on va utiliser règle de L'Hopital pour que les choses soient claires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de x à la puissance 1 sur 4, c'est plus l'infini, et la limite de log de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est-à-dire l'infini sur l'infini. Alors, je peux calculer la limite de la dérivée de x à la puissance 1 sur 4 sur la dérivée de log de x. Donc, dérivée de x à la puissance 1 sur 4, c'est 1 sur 4 x à la puissance moins 3 sur 4. Et la dérivée de log de x, c'est 1 sur x, c'est-à-dire x moins 1. Donc, x à la puissance moins 3 sur 4 sur x moins 1. Alors, c'est moins 3 sur 4 plus 1. Donc, c'est la limite de 1 sur 4, x à la puissance 1 sur 4, c'est plus l'infini. Alors d'après règle de L'Hopital, puisque la limite de la dérivée sur la dérivée égale à plus l'infini, donc on aura, c'est la limite de x à la puissance. Donc, d'après règle de L'Hopital, la limite de x à la puissance 1 sur 4 sur log de x est plus l'infini. D'accord? Alors, deuxième question. Deuxième question, c'est déduire la nature de cette intégrale en justifiant notre réponse. D'accord? Alors, si je veux
montrer directement que cette intégrale est la nature de cette intégrale. Alors, d'après critères de Bernoulli, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici log de x, c'est à la puissance 1, et ici x à la puissance 1 sur 2, c'est-à-dire alpha égale à 1 sur 2, donc l'intégrale est diverge directement. Mais ici, dans l'examen, il nous demande de déduire d'après la limite, c'est-à-dire qu'on doit utiliser la limite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va poser j de x, c'est x à la puissance 1 sur 4 log de x, c'est-à-dire la fonction dont on a calculé la limite. Et je vais poser f de x, c'est 1 sur log de x, la racine de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de x, c'est 1 sur x à la puissance 1 demi log de x. C'est-à-dire, je multiplie ici par x à la puissance 1 sur 4 et ici x à la puissance 1 sur 4. Alors, j'aurai ici x à la puissance 1 sur 4, x à la puissance 3 sur 4. Donc, c'est 1 sur x à la puissance 3 sur 4, g de x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de x égale C1 sur x à la puissance 3 sur 4, j de x. Je vais poser cette fonction égale à epsilon de x. Posons epsilon de x égale à 1 sur x à la puissance 3 sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de epsilon de x. Il est clair que c'est 0. Et aussi, f de x, c'est epsilon de x, j de x. Alors, ces deux données impliquent que f est négligeable devant g au voisinage de plus l'infini. Donc, ce qui implique que l'intégrale de f de x et l'intégrale de j de x entre 2 et plus l'infini ont même nature. D'accord? Et puisque on a déjà calculé la limite de j de x quand x tend vers plus l'infini, alors je vais utiliser première propriété, d'accord? Puisque la limite de f de x appartient à r bar est égale plus l'infini, alors l'intégrale entre 2 et plus l'infini est diverge. D'accord? L'intégrale de j de x, c'est-à-dire l'intégrale de x à la puissance 1 sur 4 log de x est diverge. Et puisque on a l'intégrale de f de x et j de x, puisque f est négligeable devant g en même nature, alors on va utiliser ça. Alors, on peut déduire facilement que aussi l'intégrale entre 2 et plus l'infini f de x, d de x est diverge. C'est-à-dire que l'intégrale entre 2 et plus l'infini d de x sur log de x, la racine de x est divergente. On passe à la question 3 et question 4. On va énoncer les propriétés qu'on va utiliser. Après, on va répondre aux questions. Alors, l'objectif de la question 3 et question 4, c'est utiliser la critère de Riemann. Alors, soit alpha appartient à R et f est une fonction continue sur un intervalle de la forme a plus l'infini, telle que la limite de x à la puissance alpha quand x tend vers l'infini fois f de x égale k existe, c'est-à-dire égale une limite finie et existe. D'accord? Alors, si cet alpha est supérieur strictement à 1, on dit que la nature de l'intégrale de f de x entre a et plus l'infini est absolument converge. Absolument converge. Et cela implique qu'elle est converge. Parce que la convergence absolue implique la convergence. Mais la convergence n'implique pas forcément la convergence absolue. Ici, alpha est inférieur et égal à 1 et k différente de 0. D'accord? Alors, si on trouve que alpha supérieur à 1, alors k soit égal à 0, soit n'importe quel nombre, alors directement, on peut dire qu'il est absolument converge. Mais,
si alpha est inférieur à 1, alors k doit être différent de 0 pour dire que l'intégrale est divergente. Si par exemple alpha inférieur à 1 et k égale à 0, alors on ne peut rien dire. D'accord? On ne peut rien dire. Maintenant, on va calculer, on va répondre aux questions 3 et 4. La limite de x au carré, l'exponentielle de moins racine de x quand x tend vers plus l'infini, il est clair, il est égal à 0. Mais on va faire un peu, au moins on va essayer d'écrire une phrase. Alors, on pose x égale à la racine de x. Alors, on aura la limite de x au carré, l'exponentielle de moins racine de x quand x tend vers plus l'infini, si la limite de x à la puissance 4, e moins x, d'accord? Quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, parce qu'on a la limite de x à la puissance n, l'exponentielle de moins x quand x tend vers l'infini, pour toute n appartient à n, est égal à 0. Alors, on a cette propriété, la limite de x à la puissance n, e moins x, quand x tend vers plus l'infini, égale à 0, pour toute n appartient à n étoile. D'accord? Alors, ça, question 1, la limite c'est 0. Donc, on a la limite de x à la puissance alpha f de x égale à k. D'accord? Quatrième question. Alors, on a f de x égale à l'exponentielle, la fonction qui est égale à l'exponentielle de moins racine de x. C'est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la limite de x à la puissance de e moins racine de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Alors, c'est-à-dire que k existe égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre cas? Alpha supérieur à 1, strictement. Alors, on peut déduire, puisque alpha égale à 2 supérieur strictement à 1, on peut déduire directement que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de e l'exponentielle moins racine de x d de x est absolument converge. Alors, n'oubliez pas absolument, parce que la nature, c'est une intégrale absolument converge. D'accord? On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, quel que soit n appartient à n, on pose la suite fn, c'est l'intégrale de d de x sur 1 x au carré à la puissance n. Première question, c'est calculer f de 0 et f de 1. f de 0, c'est l'intégrale entre 0 et 1 et je remplace n par 0. 1 plus x au carré à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Donc, c'est l'intégrale de d de x entre 0 et 1. Alors, une primitive de 1, c'est quoi? C'est x entre 0 et 1. Donc, c'est 1 moins 0. C'est 1 moins 0, c'est 1. Alors, f de 1, c'est quoi f de 1? Je remplace n par 1. Donc, c'est d de x sur 1 plus x au carré. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est l'arctangente de x entre 0 et 1. Donc, l'arctangente de 1, c'est pi sur 4. Et l'arctangente de 0, c'est 0. Donc, f de 1 égale à pi sur 4. Deuxième question, on doit montrer que quel que soit n appartient à n, f de n égale 1 sur 2n plus deuxième facteur, f de n moins f de n plus 1, à l'aide d'une intégration par partie. Alors, on va poser i' de x égale à 1 et on va poser v de x, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus x au carré à la puissance n. Donc, on aura une primitive de i' de x, c'est-à-dire une primitive de 1, c'est x. Et la dérivée de v, c'est quoi? C'est la dérivée de 1 fois ça, donc c'est 0 fois ça, moins la dérivée de 2 ça fois 1. Donc, c'est quoi la dérivée de 1 plus x au carré à la puissance n? C'est moins n fois la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x. Donc, c'est moins 2x fois 1 plus x au carré à la puissance n moins 1. D'accord? Sur 2 ça au carré. 1 plus x à la puissance 2
à la puissance 2n. Donc je peux simplifier ici par 1 plus x au carré à la puissance n moins 1 sur 1 plus x au carré. C'est-à-dire je peux faire ici c'est moins n moins 1. C'est-à-dire c'est n plus 1. D'accord? Donc j'aurai ici I de x égale à x et v' de x c'est moins 2n fois x sur 1 plus x au carré à la puissance de n plus 1. Donc f de n, ça va égal, c'est I de x fois v de x entre 0 et 1, c'est-à-dire I de x c'est x et v de x c'est 1 plus x à la puissance de à la puissance n entre 0 et 1, moins l'intégrale I de x fois v' de x, c'est-à-dire x fois moins 2nx, c'est quoi? C'est moins 2n x à la puissance 2 sur 1 plus x à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Donc ici moins supplée, si je fais sortir le de n, et ici j'aurai x au carré plus 1 moins 1 c'est rien. D'accord? Donc je vais séparer, donc x au carré plus 1 sur 1 plus x au carré à la puissance n plus 1, je simplifie par x au carré plus 1, j'aurai c'est l'intégrale entre 0 et 1 de d de x sur 1 plus x au carré à la puissance n, moins 1 sur 1 plus x au carré à la puissance n plus 1. D'accord? J'ai séparé l'intégrale. Donc ça, c'est Fn. Et ça, c'est Fn plus 1. Donc Fn, c'est le résultat des erreurs. D'accord? Alors, on va essayer de déduire f de 2. Alors, f de 2, je vais le calculer à partir d'ici. Alors, pour n égale à 1, j'aurai f de 1 égale 1 sur 2 à la puissance 1, c'est-à-dire c'est 1 sur 2, plus deuxième, c'est-à-dire 2 fois 1, facteur f de 1 moins f de 2. D'accord? Alors ici, j'ai 2 fois moins f2, je le transforme à l'autre côté, c'est-à-dire 2f2. Et ici, 2f1 et f de 1, ici, c'est moins f de 1, c'est-à-dire c'est f de 1 plus 1 demi. Donc f de 2, c'est f de 1 sur 2 plus 1 sur 4. Et déjà, on a calculé f de 1, c'est pi sur 4. Donc f de 2, c'est pi sur 8 plus 1 sur 4. On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, on considère l'équation différentielle y' égale à y sur tangente de x plus sinus de 2x. On désire chercher les solutions de cette équation sur l'intervalle ouvert 0 sur pi sur 2. Donc, première question, on doit chercher, ou bien on doit résoudre l'équation incomplète associée à E, c'est-à-dire l'équation sans second membre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation y' égale y sur tangente de x. C'est-à-dire que y' sur y égale à 1 sur tangente de x. C'est-à-dire que l'intégrale de dy sur y égale, c'est l'intégrale de dx sur tangente de x. Et l'intégrale de dx sur tangente de x, tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus x. L'inverse, c'est cos de x sur 100 sur sinus de x. Donc, c'est veut remarquer, cos est le dérivé de sinus. C'est-à-dire, je peux écrire cette fonction cos de x sur sinus de x de la forme sinus de x', c'est-à-dire la dérivée de sinus de x, c'est cos de x sur sinus de x. Donc, une primitive de f' sur f, c'est log de la valeur absolue de f. Alors, j'aurai ici que log de la valeur absolue de y égale, c'est log de sinus de x. Sinus de x est positif puisqu'on travaille dans l'intervalle 0 pi sur 2, plus une constante c qui appartient à f.
Donc, y, ça va égaler l'exponentielle de log sinus de x, c'est-à-dire sinus de x, plus ou moins, parce qu'on a ici la valeur absolue, l'exponentielle de c. C'est-à-dire, on peut écrire, on remplace plus ou moins l'exponentielle de c par une constante k, donc y égale à k sinus de x, avec k appartient à r. Donc, c'est ça les solutions. Je vais les noter YH de l'équation homogène. Deuxième question, on cherche une solution particulière de l'équation E. C'est-à-dire, je vais chercher une solution, je vais utiliser la méthode de variation de la constante. D'accord? Alors, je vais chercher une solution de la forme YP égale à KX. D'accord? À la place de K, je fais une constante qui se varie. KX sinus de X. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Y' de pi de X, c'est quoi? C'est K' de X fois sinus de X plus K de X fois sinus prime de X, c'est cos de X. Alors, je remplace dans l'équation, j'aurai Y' de P, c'est K' X sinus de X plus Kx cos de X, ça va égal. Alors, à la place de Y, c'est Kx sinus de X. Donc, c'est Kx sinus de X sur tangente, c'est sinus de X sur cos de X plus sinus de 2X. D'accord? Alors, regardez bien, ici K de X sinus de X sinus de X, je simplifie par sinus de X. Alors, et j'aurai tout ça c'est quoi? C'est K de X cos de X. Donc, je vais simplifier ça avec ça. K de X cos de X, K de X. Alors, et ici, sinus de 2X, c'est quoi sinus de 2X? C'est 2 sinus de X cos de X. Et je vais diviser sur sinus de X. Donc, j'ai simplifié par ça. Et j'ai divisé ça sur sinus de X pour avoir K' de X. Et sinus de 2X, c'est quoi? C'est 2 sinus X cos de X. Je simplifie encore par sinus de X. J'aurai que K' de X, c'est quoi? C'est 2 cos de X. Donc, une primitive de 2 cos de X, c'est K de X égale à 2 sinus de X. Donc, une solution particulière peut s'écrire que de la forme YP égale 2 sinus X, Kx fois sinus X, c'est-à-dire 2 sinus X au carré. Alors maintenant, on va chercher la solution Y1 de X qui vérifie Y1 de pi sur 6 égale 0. Donc, une solution générale de E, ou bien les solutions générales de E, ce sont de la forme Y égale à YH plus YP, les solutions homogènes, plus une solution particulière. C'est-à-dire, YH, c'est K sinus de X, plus solution particulière, c'est 2 sinus de X, ici avec K appartient à R. D'accord? Alors, on va chercher une solution Y1 qui vérifie Y1 de pi sur 6 égale à 0, c'est-à-dire Y1 de pi sur 6, c'est K sinus pi sur 6, plus 2 sinus au carré de pi sur 6. Donc, sinus de pi sur 6, c'est 1,5, donc K sur 2. Et sinus de 2 pi sur 6, c'est 1, 2, c'est 1,5 à la puissance de c'est 1 sur 4 fois 2, c'est 1,5. Donc, égal à 0, parce qu'on souhaite chercher une solution qui vérifie Y1 de pi sur 6 égale à 0. Donc, j'aurai que K sur 2 égale à moins 1,5, c'est-à-dire que K égale à moins 1. Donc, une solution qui vérifie Y1 de pi sur 6 égale à 0, c'est une solution Y1 de X qui égale moins sinus de X plus 2 sinus au carré de X. On passe à l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 4, avant de commencer, on va faire une petite rappel concernant les sons de Darboux supérieurs et les sons de Darboux inférieurs
et l'intégrabilité, critère de l'intégrabilité de Cauchy. D'accord? Alors, définition, soit f est une fonction bornée sur AB et sigma, une subdivision de AB, appartient à S. Alors, on désigne par S de AB l'ensemble des subdivisions de AB. Alors, somme supérieure de Darboux. On définit la somme de Darboux supérieure relativement à sigma comme étant la somme notée par I, F relativement à sigma par la sommation de I égale à 0 jusqu'à n-1 de grand M I xi plus 1 moins xi avec les grands mi, ce sont les sup de f de x entre les uns dans l'intervalle xi plus 1. Je pense que la somme est bien claire. D'accord? Et pour les sommes inférieures de Darboux, ce sont il est défini par LF de sigma qui égale la sommation de I égale à 0 jusqu'à n-1 mi xi plus 1 moins xi avec les petits mi, ce sont les infs de f de x dans l'intervalle xi plus 1. D'accord? Donc la somme supérieure et la somme inférieure, ce sont des intégrales des fonctions en escalier, telles que première fonction en escalier, c'est-à-dire je peux noter que, si vous voulez, je peux noter par exemple que f de sigma comme étant l'intégrale entre a et b d'une fonction en escalier psi de x d de x avec psi de x égale C grand M de i, quel que soit x, appartient à xi plus 1. D'accord? Et c'est la même chose pour la somme inférieure. On peut le définir comme étant l'intégrale d'une fonction phi de x avec phi de x égale à petit m de i, quel que soit x appartient à cet intervalle. D'accord? Alors, pour la critère de Cauchy pour l'intégrabilité, qu'est-ce que ça veut dire critère de Cauchy pour l'intégrabilité? Alors, Cauchy il a montré que f est intégrable sur l'intervalle fermé borné AB, équivalent à dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe une subdivision sigma de AB qui satisfait que la somme supérieure de f dépend de sigma moins la somme inférieure de f dépend de sigma est inférieure à epsilon. C'est-à-dire, si par exemple sigma égale à x0 jusqu'à x1 est une subdivision de AB qui satisfait à ça, on aura f sigma moins lf sigma, c'est quoi? C'est la sommation des grands M I moins mi xi plus 1 moins xi sera inférieur à epsilon. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'exercice 4. Alors l'exercice 7, on commence l'exercice 4. Ce qu'on a fait dans le rappel, on va l'utiliser dans la question 3. D'accord? Alors, f est une application de l'intervalle fermé borné AB vers R, est une application bornée. M1 égale à l'inf des I de f de x quand x appartient à AB, et grand M de 1 si le sup de f de x pour tout x appartient à B, et M c'est le sup de la valeur absolue de x quand x appartient à AB. Premièrement, on doit montrer que quel que soit xy appartient à AB carré, la valeur absolue de f de x moins f de y elle est inférieure ou égale à m1 moins m1. D'accord? Alors, on a m1 égale à l'inf de f de x entre a et b, et m1, grand m1 égale à le sup de f de x entre a et b. Cela implique que quel que soit xy appartenant à AB au carré, f de x sera supérieur à m1 et inférieur à grand M
1. Et aussi pour f de y, il sera supérieur à M1 et inférieur à grand M1. D'accord? Alors, f de x moins f de y sera supérieur à M1 moins grand M de 1 et inférieur à M1 moins grand petit m de 1. Donc, f de x moins f de y, alors M1 moins grand M1, c'est moins M1 moins M1. D'accord? Alors, si on a par exemple un nombre x entre moins a et a, donc la valeur absolue de x, il est clair que la valeur absolue de x il est inférieur à a. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Donc, f de x moins f de y, la valeur absolue est inférieure à m1 moins à grand m de 1 moins grand m moins petit m de 1. Deuxième question. Alors, on doit montrer que la valeur absolue de f de x au carré moins f de y au carré est inférieure à 2m facteur m1 moins m1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x, y appartient à b. La valeur absolue de f au carré de x moins f au carré de y, c'est quoi? C'est la valeur absolue de f de x moins f de y fois la valeur absolue de f de x plus f de y. D'accord? Alors, la valeur absolue de f de x plus f de y, elle est inférieure de x plus f de y, elle est inférieure à la valeur absolue de f de x plus la valeur absolue de f de y. D'accord? Relation triangulaire. Donc, je peux dire que ça inférieur à f de x moins f de y fois f de x plus f de x moins f de y fois f de y. D'accord? Or, puisque on a, quel que soit x, y appartient à b d'après 1, f de x moins f de y est inférieur à m1 moins petit m de 1, et la valeur absolue de x est inférieure à m, quel que soit x appartient à b, aussi f de y inférieur à m, quel que soit x, y appartient à b. Pourquoi? Parce que grand m, c'est le sub de la valeur absolue de f de x quand x appartient à b. On peut écrire que f au carré de x moins f au carré de y, il est inférieur E égale à, alors, la valeur absolue de x inférieure à m, et ça inférieur à m moins m1. Donc, cette première partie, il est inférieur à m fois m1 moins m1. Et aussi la deuxième partie, il est inférieur à m fois m1 moins m1. Donc, on peut déduire facilement que, quel que soit x, y appartient à b au carré, on a la valeur absolue de f au carré de x moins f au carré de y, il est inférieur ou égal à 2m facteur m1 moins m1. Maintenant, on passe à la troisième question et c'est la dernière question dans cet examen. Alors, troisième question, on doit montrer que CF est intégrable sur l'intervalle fermé borné AB, alors f au carré est intégrable aussi. Et on va utiliser critère d'intégrabilité de Cauchy. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre epsilon quelconque donné et on va essayer de trouver une subdivision telle que la somme supérieure de f au carré dépend de sigma moins la somme inférieure de f au carré dépend de sigma sera inférieure à epsilon. D'accord? C'est ça notre objectif. C'est pour tout epsilon, on doit trouver ça pour f au carré. D'accord? Alors, premièrement, on a f est intégrable sur AB. Alors, cela implique, d'après critère de Cauchy, il existe une subdivision sigma qui égale x0 jusqu'à xn de AB, telle que la somme supérieure de f dépend de sigma moins la somme inférieure de f
dépend de sigma sera inférieur à epsilon sur 2m. D'accord? Alors, on a pour un epsilon quelconque donné, on a une subdivision qui satisfait à cette condition. Pourquoi? Parce que f est intégrable. Alors, ça, implique que la sommation de mi moins mi fois xi plus 1 moins xi est inférieure à epsilon sur 2m à epsilon sur 2m avec c'est quoi grand M de i? C'est le sub de f de x dans l'intervalle xi plus 1. Et c'est quoi petit m de i? C'est l'inf de f de x dans l'intervalle xi plus 1. Alors, d'après la question 2, on a f est borné dans l'intervalle xi plus 1 et mi sur le sub et mi c'est l'inf. Alors, on peut écrire que quel que soit i appartient à l'intervalle, appartient à les éléments 0 jusqu'à n-1, quel que soit xy appartient à l'intervalle xi plus 1 au carré, on peut écrire f au carré, ça c'est d'après la question 2, f au carré de x moins f au carré de y est inférieur à 2m mi moins mi. D'accord? Alors, sur les mêmes conditions, on aura f au carré de x, regardez bien, ici on a f au carré de x moins fy, f au carré de x moins f au carré de y sera inférieur à 2m fois mi moins mi et supérieur à moins 2m mi moins mi. Alors je transforme moins fy à l'autre côté, j'aurai f au carré de x, il est inférieur à 2m mi moins mi plus f au carré de y. D'accord? Alors, cela toujours implique que quel que soit i appartient à 0 jusqu'à n-1, quel que soit xy appartient à l'intervalle xi plus 1 au carré, alors f au carré de x, je transforme deuxième fois mi moins mi à l'autre côté. D'accord? J'aurai c'est f de x moins de m fois mi moins mi sera inférieur à f au carré de y. Je pose mi de f au carré si le sub de f au carré de x avec x appartient à l'intervalle xi plus 1. C'est-à-dire que mi grand mi de f au carré si le sub de f de x dans l'intervalle xi plus 1. Et petit mi de f au carré si l'inf de f au carré de x quand x appartient à xi plus 1. D'accord? Alors, d'après cette écriture, qu'est-ce qu'on a? On a pour toute y appartient à xi plus 1 au carré, on a ça. D'accord? C'est-à-dire que cet élément f au carré de x moins de m mi moins mi est un minorant de f au carré dans l'intervalle xi plus 1. D'accord? C'est un minorant. Et c'est quoi l'inf? L'inf, c'est le plus grand des minéraux. L'inf, c'est le plus grand des minéraux. D'accord? Alors, puisque ça est un minérant, et l'inf est le plus grand des minéraux, alors on peut écrire que quel que soit i appartient à 0 jusqu'à n-1, quel que soit x appartient à xi plus 1, f au carré de x moins de mi moins mi sera inférieur à l'inf de f au carré, d'accord, à mi f au carré. Donc, je transforme moins deuxième mi moins mi à l'autre côté, j'aurai f au carré de x, il est inférieur à mi f au carré plus de m mi moins mi. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a pour tout x appartient à xi plus 1, f au carré de x
elle est inférieure à ce terme. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce terme est un majorant de f au carré dans xi plus 1. D'accord? Et c'est quoi le sup? C'est le plus petit des majorants. Le sup, c'est le plus petit des majorants. D'accord? Donc, on peut écrire que mi de f au carré, le sup, est petit que ce majorant. D'accord? Donc, mi f au carré est inférieur à mi f au carré plus 2m mi moins mi. Et ceci, quel que soit i, appartient à 0 jusqu'à n moins 1. Donc, mi de f au carré moins mi de f au carré, elle est inférieure à 2m mi moins mi. Et ceci, quel que soit i, appartient à 0 jusqu'à n moins 1. Donc, je peux faire, puisque cette relation est vraie, ou bien cette inégalité est vraie pour tout i appartient à 0 jusqu'à n moins 1, je peux écrire que c'est la somme de 2 ça fois xi plus 1 moins xi. Elle est inférieure à la somme de 2 ça fois xi plus 1 moins xi de i égale à 0 jusqu'à n moins 1. D'accord? J'ai fait la somme de ce côté et la somme de ce côté et je multiplie par xi plus 1 moins xi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la somme supérieure des points de sigma moins la somme inférieure de f au carré dépend de sigma, il est inférieur à 2m. 2m est une constante, je peux le faire sortir de la sommation, fois la somme de mi moins mi xi plus 1 moins xi, il est déjà inférieur, on apprenait ça, inférieur à epsilon sur 2m. D'accord? Alors, 2m fois epsilon sur 2m, c'est epsilon, ce qui montre que f au carré est intégrable au sens de Riemann. C'est fini pour cette vidéo. On se voit bientôt, Inch'Allah.